Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Viviane Mesqui pour la Société des Amis du Musée de Céramique, qui va nous parler des vases ruches, de la manufacture de Sèvres. En réalité, ce sont des vases qui viennent d'être acquis par le musée et auxquels les amis ont apporté leur contribution. C'est pour ça que nous sommes très contents d'avoir toutes ces explications grâce au savoir de Viviane. Donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup Cécile. Effectivement, je voulais absolument organiser pour la Société des Amis du Musée national de céramique une conférence sur ce sujet parce qu'on a eu un soutien très important et d'ailleurs je les remercie du coup beaucoup pour leur soutien qui a permis cette acquisition aux côtés du ministère de la Culture d'ailleurs et également de la maison de haute joaillerie Chaumet. Ensemble, on a pu comme ça acquérir cette paire de vases assez extraordinaire au cours de l'année 2022. Et j'ai pu du coup, aussi bien pour cette conférence que pour un article qui a été publié, que j'ai rédigé pour publier en septembre 2022 dans la revue justement de la Société des Amis du Musée national de céramique, étudier un peu plus en détail, ces vases que vous voyez devant vous. Donc effectivement, vases qui sont rentrés donc en 2022 dans les collections du musée, qui sont, une paire de vases qui mesurent une trentaine de centimètres de hauteur, qu'on appelle des vases ruches. Dans les archives au XVIIIe siècle, ils sont soit appelés, vases en ruche, vase ruche, on voit des termes un petit peu différents, tout simplement parce que leur source d'inspiration, et ça je vais y revenir au cours de la conférence, dérive directement des ruches qui étaient utilisées au XVIIIe siècle. Donc ces vases ont été réalisés à la manufacture de Sèvres dans les années 1770. En fait, on sait qu'ils sont les premiers vases qu'on retrace dans les archives datent de 1769 et on en voit qui sont commercialisés et produits jusqu'en 1775. Donc des vases qui sont en porcelaine tendre, partiellement dorés et c'est seulement, l'or qui apparaît, qui crée un élément décoratif au-delà du décor sculpté, sur ces vases. Donc effectivement cette paire de vases en fait, comment dire? Le modèle de vase ruche était un modèle qui était déjà connu, avant même cette paire, qui vient de rentrer dans les collections du musée. Donc je vais revenir sur les différents exemplaires de vases ruches qu'on connaît. Mais effectivement, cette acquisition m'a permis de retravailler un petit peu et d'approfondir les connaissances sur ces vases. Et je tiens à remercier à la fois Cécile Dupont-Logier qui m'accueille, aujourd'hui, ainsi que Florence Litine, Vincent Bastien ou encore Tamara Préau. Tous ensemble m'ont aidée et m'ont accompagnée notamment dans mes recherches, mais aussi dans la publication, que j'avais pu réaliser sur ces objets en septembre 2022. L'objectif de ma conférence, il est double. Il est à la fois de présenter ces vases, en reprenant certains éléments de l'article, mais également de compléter ce qui avait été publié justement en septembre 2022, puisque j'ai poursuivi les recherches. Je voudrais notamment soulever les nombreuses interrogations, et intrigues, j'ai presque envie de dire, que soulèvent ces vases. Parce qu'il est vrai qu'il suscite énormément d'interrogations. Il y a beaucoup de questions qui demeurent, vous allez voir, sur le plan technique. Comment ont été concrètement réalisés ces vases? Il reste encore des interrogations à ce sujet. J'en profite d'ailleurs à propos de la technique, mais pas uniquement, aussi sur l'histoire de ces vases, pour remercier Antoine Dalbis ou encore, Pierre Moulier, par exemple, qui est conservateur au musée de la franc-maçonnerie, qui m'ont, tous 2 également aidés pour, documenter ces pièces, ainsi que les artisans de la manufacture que j'ai consultés, qui sont venus, un certain nombre d'entre eux, artisans de la manufacture de Sèvres, qui sont venus regarder ces vases pour m'aider à comprendre, les techniques mises en œuvre pour la réalisation. Je pense notamment aux artisans de l'atelier du moulage-reparage ou encore, de l'atelier du plâtre ou également du montage-ciselure. Tous ensemble, leurs connaissances m'ont vraiment beaucoup aidée. Je vous propose donc un petit plan pour cette conférence en 5 parties. On va d'abord évoquer, le contexte de création de ces vases et justement je vais vous montrer les différents exemplaires que l'on connaît de vases ruches. On va se poser les questions techniques ensuite dans un second temps. Vous allez voir que c'est assez complexe, hein, pour réaliser de tels chefs-d'œuvre, il faut aussi passer par des obstacles techniques assez importants. On verra également les sources d'inspiration qui ont donné naissance à ces œuvres exceptionnelles. On parlera des destinataires, des commanditaires également, des gens qui ont acheté des vases ruches, notamment au XVIIIe siècle. Et également, on verra que les vases ruches, eh bien, en fait, il y a plusieurs sortes de vases ruches qui ont été créés à la manufacture de Sèvres. Donc, je conclurai avec ce point-là. Alors, on va parler d'abord donc des différents exemplaires connus au-delà, de la paire que vous avez, devant vous. Donc là, c'est la paire de vases ruches qui a été acquise en 2022 pour le Musée national de céramique.
Donc ces vases ruches conçus à la fin des années 1760, c'est une période au cours de laquelle le peintre Jean-Jacques Bachelier est directeur artistique de la manufacture depuis 1751 et jusqu'en 1793. Et on sait donc que plusieurs exemplaires de ces vases ruches sont produits entre 1769 et 1775. Ça sont les dates qu'on arrive à identifier grâce aux archives. Ce qu'on remarque également sur ces vases, c'est qu'ils n'ont pas de marque, pas de lettre date, qui permettrait de préciser la datation. Donc c'est pour ça que je reste sur une datation, j'ai envie de dire archivistique, puisque, on ne peut pas identifier telle paire de vases, qui est citée dans les archives avec telle paire de vases, que l'on connaît aujourd'hui, parce qu'on n'a pas, de description suffisamment détaillée dans les archives. Donc on sait qu'il y a des vases ruches qui sont produits entre 1769 et 1775. La forme de ces vases est donc, comme je vous le disais en introduction, une interprétation décorative, voire fantaisiste, d'un modèle précis de ruche qu'on utilise au XVIIIe siècle, hein, qu'on appelle les ruches paniers, qui sont en fait des ruches tressées. Donc je vais en parler un petit peu plus tard. Les vases sont donc en pâte tendre, émaillés, donc brillants, et partiellement dorés. Ils sont composés de 3 parties, on le voit mieux sur cette, photo. Donc là, c'est toujours la paire de vases qui est, conservée maintenant au Musée national de céramique. Vous avez le socle qui est relié à la panse, qui a cette forme, de ballon ovale, j'ai envie de dire, donc relié à la panse par une monture métallique et ensuite, le couvercle, lui-même avec un petit ruban au sommet. Donc là, vous voyez, l'un des vases est ouvert, donc ce sont vraiment, comme souvent les vases produits à la manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle, des vases couverts. Je reviendrai sur leur usage dans un second temps, donc des vases purement décoratifs. Aujourd'hui, on connaît 4 paires de vases ruches dans le monde, principalement en Europe. Vous avez donc la paire de Sèvres, la paire qui est devant vous, qui est conservée depuis, les années depuis 1955 pour être précise, conservée donc au Fitzwilliam Museum de Cambridge, hein, que je vais avoir la chance de pouvoir voir prochainement, donc ce qui me permettra comme ça de faire des comparaisons, plus détaillées encore. Donc, vous verrez après, les petites différences, par exemple, par rapport au vase acquis par Sèvres, c'est notamment au niveau du décor du socle, hein, qu'il y a des différences. On connaît également cette paire de vases qui est conservée dans une collection privée française, qui elle présente un décor alors extrêmement abondant, beaucoup plus riche que sur les autres, paires que l'on connaît, notamment au niveau de la panse, puisque vous avez un décor à l'horizontale, mais aussi sur les lignes verticales. Le socle, par ailleurs, est aussi couvert d'or. Et enfin, vous avez ici c'est une paire incomplète, avec, à gauche, l'un des vases entiers de cette paire qui est passé en vente à Drouot, en 2019, proposé par l'étude d'Outre-Bente, qui avait été adjugé pour l'information 99 200 €. Donc ce vase est passé en vente, mais on sait qu'il faisait partie d'une paire et en fait tous les vases ruches faisaient partie de paires de vases qui faisaient partie d'une paire, mais aujourd'hui, le deuxième vase de cette paire n'est pas identifié, pas localisé. A-t-il été détruit? Je ne le sais pas. Mais en revanche, le socle du vase manquant existe bien. C'est celui que vous voyez donc à droite sur la slide. Il faisait partie en fait d'un lot comme ça qui avait été proposé, à la vente, hem, dans une vente aux enchères en fait qui avait été organisée à Bordeaux, chez Brice Cadieux Bordeaux le 6 novembre 2021. Un lot qui présentait cette sculpture en plâtre reposant sur ce socle que vous reconnaissez ici et bien sûr, ce qu'on reconnaît donc c'est ce socle qui fait partie de cette paire de vases, avec ce décor tout à fait, caractéristique de cette étoile qui était au centre du socle de cette paire de vases. Je remercie d'ailleurs du coup messieurs Dragesco et Cramoisan qui avaient repéré ce socle et qui m'ont fourni notamment les photographies et un certain nombre d'informations à ce sujet. Ces exemplaires laissent penser donc que les vases ont toujours été conçus en paire. Et d'ailleurs les mentions dans les archives, hein, font penser à la même chose. Ces vases présentent des dimensions tout à fait analogues. En général, nous avons une trentaine de centimètres de haut et même matière, porcelaine tendre, même type de décor, alors, et même composition tripartite avec le socle relié à la panse et le couvercle. La seule différence, vous allez le voir, c'est vraiment au niveau du décor du socle. Le décor alors qui est apposé sur chacun des socles de ces 4 paires de vases est différent. En haut à gauche, vous avez les vases acquis par Sèvres avec un décor de petites briques comme ça qui est tout à fait, ornementation tout à fait caractéristique des années 1769-1770 à la manufacture de Sèvres. C'est une datation importante, j'y reviendrai plus tard. En haut à droite, vous avez le vase de Cambridge, donc là aussi le décor est réservé à la périphérie avec des entrelacs ici et on voit une fragilité de l'or avec des lacunes, apparentes.
En bas à gauche, c'est la paire de vases en collection privée française, avec là un décor le plus riche, le plus couvrant, puisque vous avez en périphérie des petites lignes parallèles, mais au centre, une sorte de motif de croisillon couvrant avec des petites, presque des fleurs stylisées. Et puis à droite, c'est, cette paire incomplète donc, avec un motif en périphérie de petits points et au centre une sorte de fleur ou d'étoile, ou de fleurs stylisées, représentées donc, au centre de ces socles. Ce qui est intéressant, c'est de comparer aussi les panses de ces 4 paires de vases. Elles sont composées de la même manière, mais seul le décor à l'or, diffère. Vous voyez bien que, seul le vase qui est conservé dans une collection privée française, en bas à gauche, présente un décor non seulement sur les lignes verticales, mais également sur des lignes horizontales. Donc il y a vraiment un décor plus riche que les 3 autres paires, de vases. Nous allons revenir maintenant sur, les aspects techniques qui concernent la réalisation, la mise en œuvre de ces vases ruches. Vous allez voir des points communs et des différences entre les différentes paires, qui sont connues. Donc voilà nos 4 paires, connues. Ils sont témoins, ces vases, hein, clairement de l'excellence quand même du savoir-faire technique, de la maîtrise technique de la manufacture de Sèvres, au cours du XVIIIe siècle et ils constituent en eux-mêmes de véritables prouesses techniques. C'est vraiment en particulier le travail de la surface, des panses, de ces vases, qui imite en fait la vannerie, qui est assez éblouissant. C'est un véritable trompe-l'œil qui a été obtenu par moulage. Je vais y revenir tout de suite. Alors comment étaient fabriqués ces vases? Je voudrais évoquer avec vous les différentes hypothèses envisageables, ainsi que les questions qui demeurent sur ces points. Il faut aussi préciser, comme je vous le disais en introduction, que ces hypothèses sont vraiment le fruit de nombreux échanges réalisés avec les artisans de la manufacture, que je remercie à nouveau pour, tout ce qu'ils m'ont permis, tout l'éclairage qu'ils m'ont apporté, en regardant ces pièces avec eux. Le principe général, c'est donc que les vases sont réalisés par moulage. Chacune des parties qui les constituent a été moulée, donc le socle, la panse, le couvercle. À Sèvres, nous conservons cet objet qui est ce qu'on appelle un modèle plâtre, donc une pièce en plâtre, hein, qui date vraisemblablement de 1768. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Cette pièce déjà, elle nous éclaire vraiment sur le procédé mis en œuvre pour la réalisation des vases ruches. C'est le modèle plâtre des vases ruches justement. C'est, une pièce qui permet de réaliser les différentes, valves, les différentes parties d'un moule également en plâtre. Différentes parties du moule, à l'intérieur desquelles va être estampée pardon, la pâte de porcelaine. Donc on prend avec, du plâtre l'empreinte sur ce modèle plâtre pour réaliser notre moule et à l'intérieur de ce moule, on va estamper la pâte de porcelaine pour ensuite donc obtenir nos vases en porcelaine. Le modèle plâtre, il permet pas seulement de fabriquer les valves, du moule, il permet également d'être une sorte de référence pour ce qu'on appelle les repareurs, qui sont ces artisans qui vont venir retravailler la surface de la porcelaine après le démoulage pour recréer certains détails. Donc c'est en quelque sorte une référence pour ces artisans. Les socles, eux, sont assez intéressants parce qu'ils sont donc, moulés. Ils ont pour particularité d'avoir des formes anguleuses, hein, quadrangulaires, ce qui peut générer parfois des déformations à la cuisson. C'est pour ceci que, ils ont chacun été équipés, je dirais, de petites, astuces techniques. Sur les 3 paires de vases que vous voyez devant vous, la paire du Musée national de céramique, du Fitzwilliam Museum de Cambridge ou la paire, qui est en partie pour l'un des vases passés en vente, en 2019 et en 2021. Là, c'est le socle passé en vente à Bordeaux en 2021. Sur ces 3 exemples-là, vous avez des boudins pardon, de porcelaine qui ont été appliqués dans les angles, comme pour créer des renforts, afin d'éviter les déformations, notamment les bandes droites de porcelaine peuvent se courber et se déformer au cours de la cuisson. Donc ces boudins permettent de délimiter ces déformations. Ce qui est assez étonnant, c'est que sur la paire de vases conservée dans une collection privée française, c'est une autre astuce technique qui a été mise en œuvre. Vous voyez comme des bandes assez larges de porcelaine qui forment comme une croix large, sous donc ce socle. Des véritables bandes qui se croisent et qui permettent de deviner d'ailleurs le percement, de la monture métallique. La panse des vases donc a été également estampée, moulée si vous voulez, à l'intérieur donc de ce moule en plâtre que j'évoquais tout à l'heure, un moule en plâtre en plusieurs parties, l'estampage ayant permis d'imprimer le décor, de vannerie, le décor de surface de ces vases. Après démoulage, l'épiderme de la panse en porcelaine a été retravaillé par les repareurs pour retrouver tous les détails du décor de vannerie.
Il reste aujourd'hui des interrogations. Quand on a regardé, notamment avec les membres de l'atelier du moulage-reparage ces vases, on a émis plusieurs hypothèses. Heu, Voici comment ces vases ont pu être, au-delà de la technique de l'estampage, réalisés. Soit la panse a été, estampée, dans un moule en plusieurs parties, tout simplement, un moule, fixe. Soit la panse a été, réalisée par la technique du moulage à la housse, c'est-à-dire que vous estampez votre pâte de porcelaine à l'intérieur d'un moule. Le moule est lui-même posé sur un tour, en fait, donc vous estampez votre pâte de porcelaine à l'intérieur d'un moule qui est en train de faire un mouvement tournant. Cette technique permet notamment de limiter l'apparition des coutures, hein, puisque les moules en plâtre ont plusieurs parties et donc entre chaque partie du moule, vous avez de la pâte qui a tendance à s'infiltrer et créer des petites coutures, des petites arêtes. Donc la technique du moulage à la housse permet de limiter l'apparition de ces coutures. Elle imprime un mouvement circulaire et c'est vrai qu'aujourd'hui sur les vases ruches, que l'on connaît, on voit très difficilement apparaître des coutures, donc c'est pour ça qu'il est possible que ce soit cette technique qui ait été mise en œuvre. Autre possibilité, la pâte est estampée dans un moule non mobile, fixe, en plusieurs parties et à la fin, pour faire les finitions, on fait tourner ce moule, on positionne le moule sur un tour et on finalise l'estampage en imprimant un mouvement. Ce qui est intéressant également quand on compare le modèle plâtre avec le vase en porcelaine, on comprend notamment que les pieds qui ont été, estampés, donc à l'intérieur du moule, ils étaient pleins lors de la phase d'estampage. Il y avait en fait de la pâte, comme vous le voyez sur ce modèle plâtre, à l'intérieur des jambes, en quelque sorte des pieds de ce vase. Donc ce qui veut dire qu'au moment du démoulage, dans un second temps, on a retiré la pâte de porcelaine qui était située entre les jambes. Donc là, ça fait partie de ce travail aussi de reparage en quelque sorte, de dégager comme ça les pieds de ces vases. Ce qui est très impressionnant, dans cette, panse, de ces vases, c'est la finesse du travail de la surface. Il est possible que la surface du moule en plâtre, hein, d'ailleurs, lui-même, ait été travaillé par des artisans qu'on appelle les graveurs, qui ont pu créer des motifs très fins à l'intérieur même des moules, afin de, créer un décor plus précis, notamment à imprimer sur la pâte de porcelaine, ce qui garantit la réalisation de ces véritables trompe-l'œil. C'est notamment Antoine d'Albis qui m'a suggéré, cette possibilité technique. Antoine d'Albis qui a dirigé pendant de nombreuses années le laboratoire de la manufacture. Pour ce qui est du couvercle, il a été réalisé en 2 parties. D'une part, vous avez la partie inférieure avec les épis de blé, donc ça, c'est un premier moule et d'autre part, vous avez le ruban lui-même qui était réalisé dans un moule à part et rapporté, dans une 2e phase sur, le couvercle. Les vases russes qui ont été acquis par le Musée national de céramique, les seuls que j'ai vraiment eus en main, bientôt j'aurai ceux du Fitzwilliam Museum en main également, ce qui me permettra de faire des comparaisons. Donc les vases de Sèvres, présentent de nombreux défauts techniques, ce qui invite à penser qu'il s'agit peut-être de l'une des plus anciennes paires de vases qui ait été réalisée à la manufacture de Sèvres en 1769. Là, d'ailleurs, les décors de briques dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont eux aussi caractéristiques de cette période, vraiment de la fin des années, 1760. Il y a en particulier un des 2 vases de Sèvres qui est concerné par ces défauts et je vous présente ici le fond de ce vase. Vous devez voir notamment, donc là, on est à l'intérieur du vase, on a la calotte en métal qui, maintient le système de montage métallique qui relie le socle et la panse et vous voyez dans le fond, il y a une zone brillante, presque un peu dans l'ombre ici et à gauche de cette calotte métallique, vous avez une zone qui est laissée mate. En fait, l'émaillage est tout à fait irrégulier, donc il y a plusieurs endroits sur ce vase où on voit des défauts d'émaillage, avec un émaillage du coup partiel. Par ailleurs, là, on met les 2 vases de Sèvres l'un à côté de l'autre et vous allez remarquer une petite différence. Sur le vase justement qui présente ce problème d'émaillage, heu, on observe que probablement en lien avec un problème qui serait survenu par exemple lors du façonnage de la pièce, un retrait de pâte a été réalisé au sommet. Je parle bien du vase ici qui est à gauche. Regardez de plus près, le vase qui est à gauche, dans sa partie supérieure, vous avez comme un bourrelet de 2 bourrelets, on va dire 2 petits boudins. En revanche, le vase qui est à droite, vous avez ces 2 bourrelets et puis ensuite un bord plus large qui a disparu à gauche. Et d'ailleurs sur le vase de gauche, donc qui comprend un certain nombre de défauts, on sent qu'ils ont retiré cette, bande supérieure parce qu'on voit comme, dans la pâte, comme si des arrachements de pâte avaient été réalisés. Je ne peux pas l'expliquer pourquoi, mais il y a eu probablement un problème au moment du façonnage qui a générer ce retrait de matière. Donc on sent ainsi
sur ces vases un certain nombre d'hésitations qui ont visiblement généré un certain nombre de difficultés techniques. Pour finir, je voulais aborder également la question de la monture en métal de ces vases. Donc là, vous pouvez la deviner sur cette photo. Vous voyez les jambes des vases et on comprend, notamment à droite, on voit une tige sombre qui relie donc la base au vase. Donc, il faut savoir que les deux vases acquis par Sèvres présentent une monture légèrement différente. Sur l'un des vases, la tige filetée, donc c'est cette tige métallique qui relie la panse et la base. La tige filetée perfore le centre du vase. Elle est maintenue en fond de vase avec cette espèce de calotte. C'est intéressant parce qu'on retrouve un système assez proche en termes de montage, assez analogue sur les vases du Fitzwilliam Museum de Cambridge. De même, sur la paire de vases conservés en main privée, on a un système un petit peu proche, même si la calotte est différente. Sur l'autre vase acquis par Sèvres, en revanche, on a des différences, puisqu'on n'a pas seulement une tige, mais bien deux tiges, ici, qui perforent la base du vase. Pourtant, quand vous retournez ce vase, on a vraiment l'impression qu'il y a une seule tige qui perfore la base la base du vase, même le socle. Et il est tout à fait possible qu'en fait la tige, au-delà du socle, se divise en deux pour perforer ensuite le vase. C'est une des hypothèses qu'on avait évoquées, notamment avec Jean-François Maillet de l'atelier du montage ciselure. Ce montage est quand même assez étonnant parce que là, je vous montre le socle qui est passé en vente à Bordeaux en 2021. On est sur la même composition, même organisation en termes de pâte que tous les autres vases. Et en fait, on voit bien que c'est une perforation, simplement. Au sommet, sur la plaque supérieure de cette base, il y a une seule perforation avec un profil carré qui caractérise ces bases et par laquelle passe la tige métallique. Donc, il y a tous ces défauts sur les vases de Sèvres qui laissent penser que ce sont peut-être des prototypes en quelque sorte. En tout cas, c'est peut-être la première paire de vases qui est réalisée. Il y a un certain nombre de défauts, il y a un certain nombre d'opérations qu'on réalise pour la première fois, ce qui explique peut-être qu'il y ait un certain nombre de défauts sur ces vases. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les montures métalliques, c'est difficile de se prononcer pour les vases de Sèvres. Il est difficile de dire s'ils datent vraiment du XVIIIe siècle. Souvent, les montages métalliques ont été refaits, modifiés au fil du temps, donc c'est pas évident de se prononcer. Je vais revenir maintenant sur la source d'inspiration qui est à l'origine de la création de ces œuvres tout à fait exceptionnelles. Il faut savoir que la principale originalité de ces vases ruches, bien sûr, réside dans leur forme, qui se veut une interprétation tant décorative que fantaisiste d'un modèle précis et assez simple de ruche qu'on utilisait au XVIIIe siècle. La ruche panier, vous en avez devant vous, au centre notamment, c'est ce qui a une forme de dôme, j'ai envie de dire, un petit peu de cloche, dans cette planche donc de l'encyclopédie Économie rustique, mouche à miel. Le nom qu'on donne aux abeilles au XVIIIe siècle, les mouches à miel. Donc ces ruches paniers, ruches tressées, réalisées en vannerie, sont souvent le fruit d'un tressage de fibres végétales, d'osier notamment, et il a été vraiment ce tressage vraiment a été magistralement traduit dans la porcelaine. Ici, dans cette planche, on décrit donc les différentes étapes du travail des apiculteurs. Vous voyez peut-être pas très bien, mais en fait, dans la partie haute, vous avez vraiment la narration avec des apiculteurs, des paysans qui font passer un essaim d'une ruche à l'autre, et on en a d'autres également qui tentent de ramasser un essaim attaché à un arbre pour le placer dans une ruche à bascule. Donc c'est très technique pour les apiculteurs. On voit aussi donc différentes typologies de ruches, dont nos ruches tressées qui ont servi de source d'inspiration. C'est intéressant également dans l'illustration au sommet de cette planche de voir plein de ruches différentes qui reposent, donc vraiment dans la zone à gauche, sur des petits bancs en quelque sorte. Genre, j'y reviendrai tout à l'heure, on isolait comme ça du sol les ruches, comme aujourd'hui d'ailleurs, pour les mettre à l'abri des intempéries. Je vous montre aussi, pour l'anecdote, l'une de ces ruches tressées, ruche panier, donc avec ce travail de vannerie. Là, c'est une pièce assez récente qui est conservée au musée de l'Homme, mais ça permet de se rendre compte aussi de la transcription de ce tressage dans la porcelaine. Ces ruches, qui étaient utilisées au XVIIIe siècle, à l'image de celles que vous avez devant vous, bien qu'elles soient plus récentes, étaient peu coûteuses à fabriquer et elles ne permettaient d'obtenir que de petits volumes de miel.
Elle ne disposait pas de cadre amovible, contrairement finalement aux ruches qu'on a tous communément en tête et qu'on voit, plus couramment, qu'on appelle des ruches divisibles avec des cadres amovibles, qu'on retire d'ailleurs des ruches. Là, ce sont des ruches qui ne sont donc pas divisibles et qui ont des cadres fixes. Ce système fixe pouvait du coup impliquer la destruction, de la ruche afin de réaliser la récolte du miel et de la cire. Cette récolte était également parfois réalisée par asphyxie ou noyade des colonies qui risquaient de disparaître donc à chaque fois. Cette pratique générant, une forte mortalité quand même des abeilles et des essaims, a suscité un certain nombre de débats, de réflexions au XVIIIe siècle, hein. Il y a eu beaucoup d'écrits notamment, qui ont permis d'améliorer les techniques apicoles dès cette époque. Parmi ceux-ci, je peux vous citer les 2 qu'on a devant nous. Par exemple, l'ouvrage, je crois que c'est celui qui est le mémoire, voilà, pour servir à l'histoire des insectes de René-Antoine Ferchaud de Réaumur. Là, on est dans les années 1730-1740 et puis à droite, vous avez la nouvelle construction de ruches en bois. Donc là aussi, on voit les souhaits de faire évoluer les modèles de ruches, qui a été publié entre 1756 et 1777 par Guillaume-Louis Formanoir de Palton. Ce qui est intéressant également du couvercle de nos vases ruches, c'est qu'ils évoquent directement les coiffes, ou ce qu'on appelle aussi les capuchons qui pouvaient coiffer les ruches paniers. Là encore, c'est vraiment une interprétation décorative sur les vases ruches, puisque contrairement, aux coiffes des ruches qui sont assez longues, qui ont vraiment pour vocation de protéger des intempéries, les ruches, et bien là, le couvercle des vases ruches est beaucoup plus court et c'est vraiment une forme ornementale et décorative tout à fait fantaisiste et qui s'éloigne de la réalité. Mais on retrouve quand même ces épis de blé, par exemple, qui étaient utilisés pour, fabriquer ces coiffes. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc là, on voit un détail de notre planche de l'encyclopédie avec le banc sur lequel reposent à gauche différentes formes de ruches. Et bien finalement, le socle quadrangulaire sur lequel reposent nos vases ruches, peut-être qu'il évoque cette protection justement au sol des ruches, qui parfois étaient posées donc sur des bancs, sur des murets également. Donc ça peut renvoyer à cet usage-là. Il faut savoir également que les ruches qu'on utilise au XVIIIe siècle, elles étaient souvent percées d'une ouverture. Je vais vous montrer tout de suite cette planche, on le voit bien, notamment sur la ruche de gauche. Vous voyez, il y a comme une petite porte par laquelle passaient les abeilles. Elles pénétraient à l'intérieur de la ruche par cette ouverture qui n'est pas retranscrite dans nos vases en porcelaine. Ces derniers représentent en revanche une multitude de petits pieds fins qui reposent sur le socle, qui semblent davantage évoquer les armatures qu'on voit très bien ici, les armatures de l'osier verticales, qui sont parfois donc visibles à la base des ruches et qui, dans nos vases ruches, apportent une certaine légèreté, du coup une verticalité. Donc là, je vous montre d'abord la vue générale de cette planche publiée dans le livre de Louis Liger au début du XVIIIe siècle, Le Nouveau théâtre d'agriculture et ménage des champs, et où on voit notamment les différentes étapes et activités là aussi autour de l'apiculture. Et donc vous voyez 2 ruches, enfin 3, et notamment les 2 ruches aux extrémités qui sont assez intéressantes et qui évoquent directement donc nos vases ruches, qui reposent aussi, vous voyez, non seulement sur un petit banc, puis ensuite sur comme sur 2 piles de briques, je ne pense pas que ce soit des briques, mais en tout cas c'est 2 formes qui évoquent aussi notre socle de nos vases ruches. Au-delà des vases ruches, le motif des abeilles, des ruches, et notamment de la ruche tressée, il est très présent dans les décors peints de la manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle. Je vous montre ici un plateau Hébert qui est conservé au Musée national de céramique, qui date des années 1750, où on voit, je vais vous montrer tout de suite un détail, un enfant ici un petit peu affolé et qui repousse probablement cette ruche, qui panique un petit peu aussi avec toutes les abeilles qui s'en échappent. Et on reconnaît bien cette structure de ruche tressée avec la petite porte par laquelle passent les abeilles qui sont là en train de s'échapper. On est vraiment dans les compositions caractéristiques de François Boucher qui sont animées d'enfants notamment situés dans des paysages. Je vous présente aussi ici une pièce du musée du Louvre. Vous avez un détail de la jatte, pardon, avec à nouveau ici deux ruches qui sont représentées. Donc c'est vraiment les activités aussi agricoles, apicoles, le monde des champs, le monde paysan presque, qui est très souvent évoqué dans les décors d'un certain nombre de déjeuners notamment, mais aussi de pièces de toilette.
Je vous présente aussi un autre exemple assez connu, le service encyclopédique avec 7 assiettes qui reprend justement l'illustration qu'on a vue tout à l'heure dans notre planche de l'encyclopédie, intitulée ici Ruche d'abeilles. Donc l'assiette date du tout début du 19e siècle et est conservée au musée du Louvre. Dans l'article que j'avais publié en septembre 2022, j'avais tenté d'évoquer une hypothèse possible pour le choix du motif de la ruche à la manufacture de Sèvres et le lien notamment avec la franc-maçonnerie. La ruche et les abeilles, c'est vrai, sont assez souvent associées à l'image du travail, du labeur, de la communauté rassemblée pour le bien collectif, ce qui explique leur présence notamment dans les objets de la franc-maçonnerie. Mais leur représentation va davantage se multiplier au-delà du XVIIIe siècle en réalité, aussi bien dans les institutions de la République, pour évoquer notamment l'image du travail, de la communauté, et de la paix. Donc là, je vous montre, pour le clin d'œil, la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale, où on voit notamment la figure de la paix, accompagnée justement, vous voyez, à sa droite, d'une ruche. Et ici, vous avez une sculpture en plâtre de Ferdinand Taluet, qui est conservé au musée des Beaux-Arts d'Angers. On est au milieu du 19e siècle, avec la République française qui, là aussi, est associée à sa droite, donc à gauche sur l'image, à une figure, à une ruche d'une forme un petit peu différente de celle que je vous ai montrée préalablement. Donc dans mon article, j'avais évoqué cette hypothèse, mais en fait, j'avais reçu, au mois de décembre, Pierre Mollier, donc qui est conservateur au musée de la franc-maçonnerie, qui m'avait invité à remettre en cause, cette hypothèse. Pour lui, il ne faut pas tellement voir dans la forme des ruches, de ces vases une évocation subtile de la franc-maçonnerie, et ou même de son appartenance, de l'appartenance de quelqu'un à cette forme de sociabilité, comme il désignait, la franc-maçonnerie. En réalité, au XVIIIe siècle, on ne cherche pas forcément à cacher son appartenance à cette franc-maçonnerie qui est plus visible, qui a plus, pignon sur rue. Les objets liés à la franc-maçonnerie sont assez peu ambigus. On peut citer par exemple des assiettes, bien sûr, produites à Nevers, en faïence de Nevers, qui sont ornées de plein de motifs, heu, qui renvoient donc à la franc-maçonnerie et qui permettent d'illustrer clairement son appartenance à la franc-maçonnerie. Donc pour Pierre Mollier, le motif de la ruche n'est pas très fréquent, déjà au XVIIIe siècle en lien avec la franc-maçonnerie. Ça va vraiment plus se montrer, être visible au XIXe siècle comme on le voit dans les œuvres que je viens de vous montrer. Donc le choix du thème de la ruche n'est pas tellement associé au thème de la franc-maçonnerie pour nos vases ruches. Peut-être au thème du travail, en revanche, vous allez voir pourquoi on peut évoquer cette hypothèse, mais en tout cas pas, les cercles francs-maçons. Alors, ce qui est intéressant, en tout cas, dans nos vases ruches, c'est qu'ils sont aussi assez emblématiques de certaines productions de la manufacture de Sèvres, qui illustrent le goût pour la transcription en porcelaine d'objets, issus du monde paysan, agricole, d'ustensiles agricoles, dans un matériau précieux comme la porcelaine. Il y a vraiment un jeu de contraste entre un cadre de vie luxueux des propriétaires de ces porcelaines, hem et dans lequel s'inséraient justement ces pièces, et un monde paysan vertueux, idéalisé et inspirant pour une certaine élite de la société. Donc là, je vous fais un parallèle entre justement, par exemple, un beurrier qui est conservé d'ailleurs dans les collections du Musée national de céramique, avec à droite une baratte à beurre ou plutôt, la gerle qui est à gauche. Qui permettait notamment c'est le récipient où on faisait cailler le lait pour faire du fromage. Donc voilà, des formes en bois, qui ont clairement inspiré notre beurrier, produit à la manufacture de Sèvres. Alors maintenant, on va aborder la question des destinataires et de la destination et de l'usage de ces vases. Les archives de la manufacture apportent des informations sur les clients qui ont fait l'acquisition de vases ruches au XVIIIe siècle. Dans les registres de vente, qui sont cotés en VY et qui sont conservés ici, à Sèvres, aux archives de la manufacture, on trouve plusieurs mentions de vases ruches entre décembre 1769 et août 1775. La première paire a été acquise par le duc de Praslin, c'est ce qu'on voit dans le registre de vente que vous avez devant vous, en décembre 1769. Les registres évoquent ainsi 2 vases en ruche, vous voyez, c'est la première ligne, 240 livres chacun, 480 livres la paire, et ils ont été livrés à monseigneur le duc de Praslin en décembre 1769. Dans les registres, de vente, on trouve aussi une mention, par exemple, d'une acquisition d'une certaine madame L'Huillier, qui était une amie de la duchesse de Mazarin. Le 7 août, 1775, elle a acquis 2 vases ruches, 120 livres chacun, 240
livre la paire. Donc on voit des différences de prix également entre les vases, qui peuvent s'expliquer par le décor à l'or plus ou moins abondant par exemple, etc. Les registres de vente de la manufacture ne sont pas les seules sources archivistiques où l'on trouve la trace des vases ruches de sel. Mais cependant, il reste assez difficile de faire le lien parfois entre les sources archivistiques qui sont relativement peu précises, puisqu'on met juste 2 vases ruches, 2 ruches, 2 vases en ruche. Donc difficile de faire le lien entre les sources archivistiques et les exemplaires de vases en porcelaine conservés aujourd'hui. On a peu de détails dans ces sources, les décors ne sont pas décrits. Le statut également, des sources peut varier. Parfois, vous avez des registres de vente, donc c'est les documents qui listent les produits vendus. On a des inventaires également de la manufacture qui listent des pièces blanches en biscuit, c'est-à-dire non émaillées, qui sont prêtes à être émaillées justement. On a donc des documents, internes, je dirais, à la manufacture. On a des listes, de pièces qui sont prêtes à être décorées, qui sont en blanc, les pièces qui sont au magasin de blanc. Donc on a des documents de nature différents, de documents de travail de la manufacture qui permettent pas de recouper, les différents vases et de faire le lien, de suivre un même vase, une même paire de vases dans les différentes étapes de ces différents documents. Ça permet pas de rapprocher avec des vases existants et surtout ça fait qu'il est très difficile de comptabiliser le nombre de vases produits, à la manufacture au XVIIIe siècle. Voilà, bah, ça, c'était une des sources, par exemple, dans ce document, que j'ai évoqué tout à l'heure, où on voit une de ces pages où là, on voit 2 ruches et leur base. Donc là, c'est le document qu'on appelle les pièces en biscuit prêtes à être mises en couvert. Alors, en lien avec, ces sources archivistiques, je voudrais maintenant revenir sur la paire acquise par le duc de Praslin en décembre 1769. Donc c'est une des pages de registre que je vous montrais tout à l'heure. Donc il avait acquis, en décembre 1769, 2 vases en ruche. Cet exemplaire est peut-être celui qui a été évoqué dès le 1er janvier 1769 dans l'inventaire de la manufacture, listant les pièces en biscuit prêtes à être mises en couvert. Donc c'est la page que vous avez devant vous, parce que là on est très tôt, hein, on est en 1er janvier 1769, et donc c'est en fin d'année probablement que les vases ont été finis. Là, dans le document que je vous montre, ils sont juste à l'état de biscuit, donc ils ont juste été façonnés avant émaillage. La date du 1er janvier 1769, où on voit citer ces 2 vases en ruche là, ces 2 ruches et leur base, est assez intéressante puisque c'est la plus haute, si vous voulez, dans les archives, où on voit apparaître des vases ruches. Ça permet donc de situer la conception artistique des vases en 1768. Qui est donc ce duc de Choiseul, pardon, ce duc de Praslin, marquis de Choiseul, duc de Praslin, qui est à gauche ici de l'image. Je reviendrai sur le personnage à droite tout de suite après. Donc César Gabriel, marquis de Choiseul, puis duc de Praslin, un grand serviteur de l'État, un personnage important dans le royaume de France qui a été aussi amateur d'art, au même titre finalement que son cousin que vous voyez à droite, le duc de Choiseul, représenté par Adélaïde Labille-Guiard dans un tableau acquis récemment par le château de Versailles. Il acquiert aussi, donc il forme une collection au même titre que ce dernier, mais dans des proportions moins importantes. Le duc de Praslin, donc à gauche sur cette slide, suit dans bien des domaines d'ailleurs son cousin, visible à droite. Notamment, il reprend un certain nombre de charges de ce cousin. Il est, après lui, devenu ambassadeur de France à Vienne, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la marine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'ils sont assez proches, ces 2 messieurs, ces 2 cousins, et on sait également que le duc de Praslin, qui était à gauche sur l'image, a eu l'occasion d'offrir des vases produits par la manufacture de Sèvres au duc de Choiseul. Cette paire de vases que vous avez devant vous, qui est conservée au musée du Louvre, qui est tout à fait extraordinaire par son décor en haut relief d'une sorte de guirlande marine, qu'on appelle des vases à queue de poisson. Et c'est vraiment l'univers maritime qui est évoqué dans cette guirlande. Donc ces vases datent des années 1765 environ. On sait que ces vases ont probablement été offerts par le duc de Praslin à son cousin, le duc de Choiseul. De la même manière, on se pose la même question sur la paire de vases ruches. Ces vases n'ont-ils pas été offerts par le duc de Praslin au duc de Choiseul? Il y a un objet qui nous invite à le penser, c'est cette fantastique tabatière qui vient de rentrer dans les collections du musée du Louvre, après une opération de mécénat notamment qu'on appelle Tous mécènes, qui s'est terminée à la fin du mois de février 2023. Cette tabatière, c'est un objet assez connu qui a été réalisé vers 1770-1771.
Les miniatures sont donc des gouaches qui ont été réalisées par Louis-Nicolas van Blarenberge, peintre du roi et notamment des armées. Et puis il y a donc toute une monture en or, en argent, pardon, excusez-moi, une monture en argent et dont les poinçons permettent de dater justement l'objet plus précisément. Donc cette tabatière, elle a appartenu vraisemblablement donc au duc de Choiseul et surtout, elle représente sur ses différentes faces le duc de Choiseul dans ses intérieurs, dans son appartement, dans son hôtel particulier situé à Paris. Également, on le voit parfois au Palais du Louvre ou au château de Versailles. Toujours au travail, à l'image de cette vue, donc de la tabatière, où il est représenté chez lui à Paris dans son cabinet octogonal qui abritait une grande partie de ses très, très importantes collections de peintures. Et il est donc en train ici de lire son courrier. On a notamment, dans la cheminée, regardez sur ce détail, des lettres, des enveloppes, ouvertes qui ont été jetées, pour être prêtes à brûler bientôt. Donc là, on voit de très près le duc de Choiseul et sur la cheminée, vous avez une paire de vases qui est très proche et qui évoque véritablement, nos vases ruches. Donc cette, représentation invite à émettre du coup, cette hypothèse que le duc de Praslin, qui acquiert en décembre 1769 une paire de vases ruches, a peut-être offert cette paire de vases pour Noël 1769, par exemple, pour les étrennes, au duc de Choiseul, son cousin, qui est représenté ici. Et ici, nous sommes sur une représentation qui date des années 1770-1771, donc bien postérieure à notre achat du duc de Praslin en 1769. Donc, il est possible que cette paire de vases ait été offerte au duc de Choiseul par son cousin, le duc de Praslin. Par rapport à la datation de nos vases ruches, l'année 1769 est aussi importante. Je précise d'ailleurs, pour revenir sur cette vue, que Selma Schwartz, qui a beaucoup travaillé notamment sur le service de la laiterie de Rambouillet, a été une des premières à faire cette proposition, hein, d'identification de cette paire de vases ruches sur cette cheminée de l'appartement du duc de Choiseul. Le duc de Praslin acquiert donc la paire de vases ruches et l'a peut-être offert à son cousin, le duc de Choiseul, qui était grand amateur des créations les plus récentes et les plus luxueuses de la manufacture de Sèvres, comme l'évoquait notamment Marie-Laure de Rochebrune dans son essai publié en 2007 dans le catalogue de l'exposition du Musée des Beaux-Arts de Tours, Chanteloup, un moment de grâce autour du duc de Choiseul. Donc c'est peut-être pour les étrennes de décembre 69, janvier 70, que Praslin aurait pu offrir ces vases au duc de Choiseul, juste avant sa disgrâce, qui intervient en décembre 1770. La paire de vases du duc de Praslin, duc de Choiseul, j'ai envie de dire, que le duc de Praslin a acheté, qu'il aurait peut-être offert au duc de Choiseul, et peut-être l'exemplaire acquis par Sèvres. Il y a plusieurs choses qui m'invitent à le penser. Je vous parlais tout à l'heure des défauts techniques des vases qui ont été acquis par Sèvres. Effectivement, ça permettrait de penser que sont une des premières paires de vases sorties des fours de la manufacture. Il y a eu des hésitations, donc des défauts. Les motifs de briques qu'on voyait sur les bases des vases acquis par Sèvres sont aussi caractéristiques des années 1769-1770. C'est ce qu'on voit notamment sur ces deux pièces, l'une passée en vente chez Sotheby's et l'autre conservée au National Museum de Stockholm. Donc on a comme ça un certain nombre de faisceaux d'indices qui ne permettent pas d'affirmer que ces vases sont ceux du duc de Praslin, puis du duc de Choiseul, mais voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui laissent penser que les vases acquis par Sèvres, en tout cas, sont cette première paire de vases vendus en 1769. Comme on le voit sur la tabatière du duc de Choiseul, les vases ruches sont des objets décoratifs, hein, ils ne sont pas utilitaires. Ce sont des vases couverts, comme beaucoup de vases produits à la manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle. Ce ne sont pour autant pas des pots pourris. Effectivement, ils sont perforés dans la partie inférieure, mais en général, les perforations des pots pourris sont vraiment sur les épaules, au niveau de la partie supérieure, pour laisser des odeurs s'évaporer, j'ai envie de dire. Et non pas en partie inférieure, parce qu'il faut imaginer que les feuilles séchées, les racines séchées pourraient se déliter avec le temps et créer des poussières. Donc, on est probablement sur des vases purement décoratifs. Pour conclure, je voudrais évoquer avec vous une autre forme de vase ruche qui a été créée à la manufacture de Sèvres. Effectivement, on conserve dans les archives, vous allez le voir juste après, un autre modèle en plâtre d'un autre type de vase ruche qui a été créé à la manufacture de Sèvres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début du XIXe siècle, ces modèles ont été répertoriés dans ce document. Vous voyez
Donc c'est un inventaire de modèles en relief, parfois en plâtre ou en cire pour, la fabrication. Une liste comme ça de ces modèles qui étaient conservés dans les archives. L'inventaire des modèles en relief pour la fabrication, c'est le carton U3, des archives, conservées à Sèvres. Et donc on voit, 2 types de modèles de vase ruche. Si vous regardez de la troisième ligne, vous avez vase ruche numéro 1 et à la quatrième ligne, vase ruche numéro 2. Le vase ruche numéro 1 est en plâtre, indiqué comme étant en plâtre, et le vase ruche numéro 2 comme étant en cire, ou au moins présentant des éléments en cire. Je vous montre donc ces 2 modèles plâtres qui sont conservés aux archives de la manufacture, 2 modèles plâtres d'une même forme de vase qui est désigné donc par ce document du 19e siècle comme vase ruche numéro 2, pour le différencier des vases ruches numéro 1 qui correspondent à la forme des vases acquis par Sèvres en 2022. Ce qui est un peu étonnant, c'est pourquoi conservons-nous 2 modèles plâtres de, ce deuxième type de vase ruche, de ces vases ruches numéro 2? Hem, je vous montre une autre vue de ces vases, vous voyez qu'ils sont partiellement travaillés. En fait, le recto est travaillé, mais le verso est laissé lisse. Alors, soit en général, quand on a plusieurs modèles plâtres à la manufacture, c'est parce que les pièces ont été rééditées à un autre moment donné. J'ai regardé ces 2 modèles plâtres avec Fabien Perronnet et il m'a confirmé que ces 2 modèles plâtres n'ont pas été fabriqués avec les mêmes processus techniques, et ça permet de bien identifier qu'il y en a un plus ancien que l'autre, hein. Il y a des techniques qui relèvent, probablement du XVIIIe siècle peut-être et d'autres qui sont plus récentes. Heu, donc on peut supposer que, hem, l'un de ces modèles plâtres date du début du XIXe siècle et qu'il a été probablement réédité parce qu'il était abîmé. Vous voyez, le modèle le plus ancien, il était à gauche, il était abîmé et probablement on en a fait un nouveau pour publier dans cet ouvrage, de, Albert Rood, qui date de la fin du 19e siècle, aux côtés de d'autres modèles plâtres de vases. Donc là, on reconnaît notamment au centre notre vase ruche numéro 1 et à droite notre vase ruche numéro 2. Et donc c'est probablement pour pouvoir, illustrer cette forme au sein de l'ouvrage de Trout qu'on a réédité un modèle plâtre, du coup en meilleur état, que le modèle plâtre, plus ancien. Je parle bien du vase ruche numéro 2. En tout cas, ce qui est assez déroutant, donc c'est déjà d'avoir 2 modèles plâtres d'un même modèle, mais surtout, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît aucun exemplaire en porcelaine de, ce vase ruche numéro 2. On ne connaît que des exemplaires, des, vases ruches numéro 1, donc qui correspondent à la paire de vases acquise par Sèvres. Hem, donc c'est un petit peu déroutant, donc là, je fais un appel, si vous connaissez des pièces en porcelaine qui correspondent à ces vases ruches numéro 2, je suis très intéressée parce qu'à ce jour, j'ai demandé à un certain nombre de spécialistes qui ne connaissaient pas et puis moi-même, je n'ai jamais vu d'exemplaires en porcelaine. Pour conclure, j'espère avoir réussi à montrer le caractère assez extraordinaire et assez exceptionnel de ces vases ruches qui ont été produits à la manufacture de Sèvres au XVIIIe siècle, qui sont tant une prouesse, esthétique qu'une prouesse technique, et qui constituent, du coup aussi une acquisition majeure pour le Musée national de céramique. Ces œuvres qu'on nous connaît mieux aujourd'hui conservent en tout cas toujours une part de mystère, hein, que ce soit, sur le processus de fabrication par exemple, et donc les recherches doivent être poursuivies. C'est pour ça que je vais aller aussi à Cambridge bientôt pour voir ces vases et que j'aimerais voir, si possible, tous les exemplaires de vases ruches afin de pouvoir faire des comparaisons plus précises et d'en savoir plus sur leur histoire. Je vais m'arrêter là, chère Cécile. Mais merci infiniment. C'était superbe. Voilà, maintenant que beaucoup de mystères des vases sont levés, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de se dire qu'il faut toujours continuer. Moi, je suis toujours intriguée par l'histoire de la franc-maçonnerie, donc je sais pas. Bah, faut creuser, mais en tout cas, je vous ai parlé du duc de Choiseul tout à l'heure, qui est un homme au travail, représenté au travail, et donc c'est pour ça que je fais aussi cette connexion avec l'univers du travail. La ruche, c'est pas seulement la franc-maçonnerie, c'est aussi, un symbole du travail, de cette colonie rassemblée au travail, donc il y a peut-être un lien avec ça. Si c'est pas la franc-maçonnerie, c'est peut-être ça, mais c'est vrai que c'est en tout cas un choix tout à fait original de forme pour, des vases à la Oui, manufacture de parce cèdre. que à part le fait de les voir sur la tabatière, on ne les retrouve pas dans d'autres
manifestation Non, j'ai pas trouvé à ce jour, à cette époque-là, à non. cette époque-là. Non, j'ai pas retrouvé d'autres représentations ou d'autres mentions dans des inventaires ou dans des choses comme ça. Non, j'ai pas trouvé. J'ai pas Oui, trouvé. Même l'inventaire après décès du duc de Choiseul est très compliqué à exploiter. Il est conservé aux Archives nationales. Il a été très abîmé, il a des trous un peu partout. Il a eu soit un dégât des eaux, il a été brûlé, je ne sais plus, mais il est en très mauvais état. Donc c'est très difficile et j'ai pas pu, voilà. Après, les vases ruches ne seraient pas forcément évoqués dans son inventaire après décès, mais en tout cas, j'ai pas pu localiser à ce jour. Mais donc oui, l'enquête bien reste sûr. à Voilà, poursuivre. c'est ça qu'il faut se dire. On a toujours Absolument, c'est sûr qu'il y a des choses à trouver encore, ça c'est clair. un espoir de. Mais en tout cas, on est déjà bien éclaircis et on vous remercie infiniment. C'était très, très Merci. agréable et très, très documenté. Et vraiment bravo. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Viviane. Merci beaucoup, Cécile. À Merci. bientôt. À bientôt.